James, I'm afraid you don't really want to know this. I'm sorry about that. But it's just that this can't end like that. Alors d'abord, Silent Hill 1 était mon jeu préféré jusqu'à maintenant. Maintenant, je peux dire que c'est Silent Hill 2. Et je dis pas ça parce que simplement on m'interviewe aujourd'hui sur Silent Hill 2, mais je pense que Silent Hill 2 est un pas en avant par rapport à Silent Hill 1. D'une part pour des raisons techniques et d'autre part pour des raisons, je pense, de concept. Mais Silent Hill 1 était mon jeu favori pour la simple raison que c'était jusqu'à présent la chose qui m'avait fait le plus peur dans ma vie. C'est un jeu qui, effectivement, procure des sensations qui sont aux limites de ce qu'on peut trouver dans le cinéma et qui sont quasiment inconnues dans ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans le monde normal, dans la réalité, etc. C'est un jeu qui procède de l'immersion. I'm not your Mary. Silent Hill 1 était un jeu qui montrait qu'on pouvait descendre très loin dans ses propres émotions en jouant à un jeu. Or, d'après ce qu'on sait, que ce soit en matière de peinture, de littérature, de cinéma, les grandes œuvres sont celles qui nous font descendre à l'intérieur de nos sentiments et de nos sensations. Donc cela laissait à penser que Silent Hill 1 était une œuvre d'art. Et Silent Hill 2 est une œuvre d'art encore plus élaborée à mon sens. Je vais être franc. J'ai hésité pendant une semaine à jouer au jeu. J'avais joué au premier, et le premier vraiment avait été la trouille de ma vie. Et vous m'avez envoyé le jeu et vous m'avez dit jouez-y pour qu'on puisse faire cette interview. Pendant une semaine, le jeu était posé devant la télévision et j'osais pas le mettre. J'avais les foies. Je me disais qu'est-ce qui m'attend ? La peur dans Silent Hill 2, elle est bâtie sur des sentiments que tous les êtres humains partagent, qui sont la perte d'un être cher, le deuil, la perte d'un amour, la mélancolie, la tristesse. C'est un jeu qui est triste, mais vraiment triste, au sens romantique du terme, au sens où tout est bâti sur vraiment le vide émotionnel que ressent un personnage qui est à la recherche de la personne qu'il aime le plus. Donc à partir de ce moment-là, le fait que tout est bâti sur, non pas la recherche d'un trésor, non pas la recherche... en fait, que le film n'est pas bâti sur des valeurs héroïques, qui sont souvent les valeurs d'un jeu. Quand on joue à Zelda, on va rechercher le Graal, en quelque sorte. On se bat pour quelque chose, pour l'avenir du monde, pour que les gens sympathiques restent toujours vivants et ne soient pas agressés par les méchants, etc., etc. Des valeurs qui sont naïves, certes, mais totalement respectables et qui fondent la plupart des jeux d'heroic fantasy, des jeux d'aventure, etc. L'avenir du monde. Dans le cas de Silent Hill, là aussi le jeu procède vraiment de quelque chose de profondément intime. Vous recherchez quelqu'un que vous avez perdu. Et pas que vous avez perdu simplement physiquement, que vous avez perdu émotionnellement. Et c'est là où le jeu finit par vous engloutir dans un sentiment qui est un sentiment vraiment, vraiment pénible. James, wait. Please don't go. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James. Mais je dis bien, c'est pour moi, Silent Hill, c'est une œuvre romantique, de romantisme noir. Au sens où il y avait des poètes romantiques, au sens où il y a eu des rockers romantiques. Je veux dire, c'est dans la suite de ça. C'est dans la suite d'un courant qui a toujours essayé d'exprimer, je dirais, l'inconfort du monde moderne, l'inconfort d'une société qui finalement, dont la seule peur, c'est celle de la maladie, par exemple. Je pense que ce jeu est simplement le nouvelle pièce étalon d'un vieux sentiment qu'on appelle en termes romantiques le spleen, et que là, eux
pousse jusqu'à un niveau réellement étonnant, quoi. Mary? James. Forgive me. Les fantômes au Japon sont toujours des êtres de douleur qui sont les résidus, les vestiges de vie brisée, de vie malade, de vie martyrisée. Donc les fantômes, ce sont des êtres de douleur au Japon. Et ils viennent vous hanter, soit parce que vous leur avez fait mal, soit parce que finalement vous êtes la seule personne qu'ils ont jamais aimée de leur vivant. Ce sont des mauvais souvenirs. Voilà comment on pourrait définir les fantômes au Japon. Eh bien les fantômes dans Silent Hill, c'est des mauvais souvenirs. Des très très mauvais souvenirs qu'on essaie de refouler. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? Et je crois que l'apparition de Silent Hill en même temps qu'apparaît au cinéma, par exemple, un film génial comme The Ring, par exemple, qui pourrait être presque le pendant cinématographique de la recherche qu'il y a dans Silent Hill, n'est pas, à mon avis, inopportune. C'est-à-dire que ça tombe sous le sens. Que dans le Japon moderne d'aujourd'hui, des jeunes créateurs essayent de se replonger dans ce genre effectivement de primitivisme et de recherche de quelque chose qui soit à la fois émotionnel et totalement organique, est à mon avis totalement logique. Je peux parier facilement que les gens qui ont fait Silent Hill ont vu l'échelle de Jacob et ont adoré l'hypothèse au centre de l'échelle de Jacob, qui est que au moment de sa mort, au moment où nous mourrons, le dernier éclair de vie en nous crée un monde. Et que nous sommes prisonniers à l'intérieur de cette seconde de vie, et que tout ce qui a formé notre existence, tous les souvenirs, tous les êtres que nous avons rencontrés, se mélangent à une idée qui est l'idée que nous allons vers la mort. Donc en quelque sorte, nous sommes dans un espace intermédiaire entre la vie et la mort, qu'on pourrait qualifier de purgatoire, dans un sens judéo-chrétien, et qui est donc un état suspendu, qui peut durer plus ou moins longtemps, et dans lequel, en quelque sorte, on revit d'une manière abstraite, étrange, une partie de ce qui a guidé notre existence. Et c'est exactement Silent Hill. Silent Hill, c'est un espace qui est au confluent de la vie et de la mort, et où est perdu le personnage, et où nous sommes perdus, nous. À part l'affiliation directe avec le film d'Adrian Lyne, L'échelle de Jacob, les codes cinématographiques, moi je pense qu'ils sont très transgressés, très surpassés dans le jeu. Je pense que, je dis bien le premier plan qui est celui de s'ouvrir, où on se regarde dans le miroir, je pense que ça transgresse beaucoup l'idée cinématographique. L'une des grandes transgressions du cinéma, c'est effectivement de placer la caméra face à un miroir sans qu'on la voie. Il faut le savoir. Hein. Quand les créateurs de Silent Hill vous placent directement face à un miroir, ils font en quelque sorte un pas de côté qui les sépare du cinéma. Puisque finalement, ils représentent directement ce qui est l'une des grandes transgressions du cinéma. Regarder dans un miroir. La caméra ne peut pas se regarder dans un miroir. Ça sera forcément un effet spécial. Comme dans Peggy Sue, le film de Coppola. Tandis que dans Silent Hill, c'est vous qui vous regardez dans le miroir. Donc c'est plus tout à fait du cinéma. Donc je dis bien, les codes du cinéma sont transgressés à un moment ou à un autre. Et puis quel est le film aujourd'hui où on descend pendant 3 minutes dans un couloir? J'aimerais bien que vous me disiez. Quel est le film où au bout d'un moment, on se dit mais c'est pas possible, il va bien falloir que ce foutu corridor s'arrête. Mais où je vais, moi? Il n'y a pas de film qui joue là-dessus. Personne n'a le culot de le faire. Mais eux, ils ont le culot de le faire. Ils ont le culot de représenter des choses qui sont... Mais parce que... Récemment, j'étais interviewé par les Cahiers du cinéma sur le rapport entre le cinéma et les jeux. Et j'avais conclu en disant, il faudra se mettre dans la tête que si on veut faire des bonnes adaptations de jeux vidéo, ce sera forcément des films très lents. Parce que les jeux, c'est l'atmosphère. Ce que j'adore aussi dans la façon dont la caméra bouge, c'est qu'elle a des chaos, des à-coups. Comme si c'était une caméra portée ou une caméra volontairement
volontairement bancal. C'est-à-dire que c'est un univers instable, c'est un univers chaotique et c'est un univers effectivement où rien ne va être horizontal et vertical. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez étonnant. C'est-à-dire comment les programmeurs du jeu nous suggèrent par l'instabilité de la caméra ce qui va devenir finalement le grand plaisir coupable de ce film, qui est l'instabilité métaphysique qu'il nous fait ressentir. L'immense solitude morale, pas seulement la solitude morale que le jeu nous fait ressentir quand nous sommes obligés d'abattre une créature ou quand nous sommes obligés de rencontrer un personnage qui est visiblement cinglé, etc., etc. C'est-à-dire que c'est vraiment une plongée progressive, très précise à l'intérieur d'une sensation inconfortable et en même temps, et c'est là le grand paradoxe de la peur, profondément jouissive. Tout le travail pour rendre l'image étrange, pour lui donner une texture, pour avoir constamment l'impression que l'image, on la voit à travers un voile. C'est comme ces mauvais rêves dont on se souvient quand on se réveille le matin, et quand on ouvre les yeux, on ne se souvient pas seulement des images auxquelles on a rêvé, mais on s'en souvient à travers une espèce de matière, comme à travers un rideau aux mailles dilatées. Il y a quelque chose qui est par-dessus, qui est déjà en fait l'oubli, puisque en fait les images d'un rêve, elles sont très présentes dès qu'on se réveille, et puis après elles se désintègrent. Ce sont des images périssables. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est assez faramineux, c'est que les formes à l'intérieur du jeu ne sont pas pleines. Beaucoup de jeux vidéo essaient de rendre compte d'images pleines, de volume. Parce que l'obsession, évidemment, des images virtuelles, des images qui n'existent pas, c'est de rendre compte du volume. C'est une espèce de quête obsessionnelle de l'image de synthèse. Alors que eux, ils jouent volontairement sur l'idée que ce sont des images diffuses, qui sont en voie de désintégration. Donc ils n'hésitent pas à rajouter des couches de filtres pour créer l'idée qu'effectivement, on est en train de regarder quelque chose qui est proche de l'anéantissement. C'est-à-dire à cet aspect où rien n'est concret, tout va basculer, tout va s'écrouler. À tout moment, on se dit, le jeu va se désintégrer. C'est-à-dire que les murs vont s'écrouler sur eux-mêmes, tomber en charpie, en poudre, et derrière, il n'y aura plus que des ossements, il n'y aura plus que le rien, quoi, le vide. Je crois que l'un des moments émotionnels les plus forts du film, c'est un lapsus révélateur, du jeu, c'est quand on retrouve Angela à la fin, dans un escalier qui est en feu, et elle se met à dire des mots incohérents, etc. Mais à travers ces mots incohérents, on comprend où elle est, en quelque sorte. Mama! Mama, I was looking for you! Now you're the only one left. Maybe then I can rest. Et c'est terriblement émouvant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pouvez recomposer en fait le parcours d'Angela. Vous savez ce que voulait dire sa rencontre avec elle au début dans le cimetière, le fait qu'elle cherchait sa maman, le fait que vous l'avez croisée dans cette pièce avec cette chose qu'elle appelle papa, et que finalement à la fin vous la retrouvez dans un escalier en feu. À ce moment-là, la boucle est bouclée et vous savez ce qu'est Angela. On trouve par exemple dans ce passage, dans lequel vous ne pouvez pas intervenir sur le cours du récit, les points d'inflexion qui sont ceux qui font la qualité du jeu quand vous y jouez, quand vous êtes le personnage. Notamment par exemple cette obsession d'avoir des miroirs dans lesquels effectivement seul votre personnage se reproduit et non pas une caméra quelconque. Et là en plus le miroir occupe tout le mur du fond, et donc ce qui donne un sentiment extrêmement étrange finalement d'être en train de regarder par une fenêtre ouverte sur un autre monde, en fait sur un espace qu'on peut qualifier sans essayer d'élever trop le débat, de mental. C'est-à-dire qu'en fait, cette fenêtre, elle est ouverte sur votre tête, sur ce qui est à l'intérieur et de ce que vous essayez de comprendre dans ce que raconte cette fille, Angela, qui est là, par terre, avec un couteau, et qui est en train de vous dire qu'elle recherche sa mère, etc., alors que vous cherchez votre femme morte. Donc il est clair que tous les personnages à l'intérieur de Silent Hill sont en train de chercher quelqu'un qui n'est peut-être que, je dis bien, un souvenir,
et que la mère d'Angela est comme votre femme, c'est-à-dire que c'est un souvenir enfui qu'elle essaye de traquer. Je pense que le grand miroir du fond représente aussi, à mon avis, sert aussi à créer l'effet de solitude. C'est-à-dire que ces personnages sont dans cette pièce à peu près vide, qui a l'air d'être humide, décomposée, dont la moquette a l'air d'être pourrie, etc. Toutes les couleurs sont des couleurs oui, décomposées. Et ce grand miroir au fond renforce encore plus l'aspect de solitude, l'aspect désolé en fait de la pièce. Le fait que, à part vous et cette fille, il n'y a rien d'autre. Et ça démultiplie l'espace, ça lui donne une espèce de profondeur étrange qui est l'une des caractéristiques du jeu. Je dis bien, Silent Hill existe beaucoup sur la durée et sur l'espace vide, et en cela, cette espèce de miroir au fond décuple le vide de l'espace autour de vous. Ensuite, il y a la façon dont le dialogue est graduellement angoissant, et que l'angoisse qui naît de cette incompréhension entre les deux personnages, parce qu'on voit visiblement que chacun essaye de ramener le sens de la scène à lui, parce que lui veut chercher sa femme et elle cherche sa mère, et en fait c'est deux personnages qui sont totalement autistes, qui en fait se parlent sans jamais se répondre. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que la caméra au bout d'un moment commence à se disloquer sur son axe. Et il y a cette séquence faramineuse où brusquement la caméra se met à pivoter sur son axe, et brusquement tout se met à tanguer. C'est-à-dire la raison commence à chavirer au sens littéral du terme, et la façon dont c'est amené à l'intérieur du découpage, qui est au départ très précis, très classique, et au bout d'un moment tout se met à tanguer dangereusement, y compris le moment où elle a ce geste avec le couteau vis-à-vis de lui, et où la caméra brusquement semble se désolidariser du sol, et brusquement passe au-dessus du personnage, comme quelque chose qui serait presque vivant, quelque chose qui ne serait plus sur une dolly ou un bras de grue, mais serait brusquement quelque chose qui est l'apanage de la synthèse, c'est-à-dire une caméra qui n'existe pas. Et je crois que la façon dont c'est amené, la façon dont le découpage passe d'une notion cinématographique, quoique transgressée, je dis bien, on ne voit pas de caméra dans le miroir, à quelque chose qui n'est plus tout à fait du cinéma, qui est quelque chose d'autre, qui est une retranscription poétique. Je crois que le mot, il faut le dire. Une retranscription poétique du point de vue sur la scène. C'est-à-dire que la caméra n'est plus une caméra qui est censée filmer la scène avec un maximum de style, c'est un regard que les créateurs du jeu veulent graduellement angoissant. Ça fait partie des recherches que certains metteurs en scène actuels essayent de creuser. Je pense que le travail de David Fincher, Darren Aronofsky, Shinya Tsukamoto va dans ce sens, va dans le sens d'une poétisation de la caméra. Ils ont tous une volonté un jour que la caméra n'existe plus, que ça soit plus que leur regard qui se promène comme ça dans la scène et viennent capter ce qu'ils ont envie de capter, mais que la position même de la caméra renforce en fait l'émotion que la scène est censée susciter. Et je crois qu'ils essayent d'arriver à quelque chose comme ça, quelque chose qui est déjà dans Silent Hill. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de caméra. Et s'il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de public qui regarde le film, il y a juste un point de vue délétère, quelque chose qui tourne autour, là quelque part. Et c'est vrai que ce décloisonnement entre la notion de hors cadre et dans le cadre est assez perturbante. Surtout que là, comme ils en sont très conscients, ils ne l'amènent pas tout de suite. Ils le font très progressivement, très, très sournoisement. Je pense que c'est un jeu sournois. Je pense que les gens qui font ça sont prodigieusement intelligents et prodigieusement sournois. La plus grande erreur à commettre, si on veut adapter Silent Hill, et spécialement Silent Hill 2, c'est de ne pas être à hauteur des gens extraordinaires qui ont fait ce jeu. Voilà ce que je dirais. L'absence de talent serait totalement répréhensible.